Bonjour Olivier Véran. Bonjour. Merci Monsieur le ministre de la Santé d'être ce matin sur LCI. C'est une journée importante pour la vaccination. On va en parler évidemment, mais compte tenu d'abord de l'évolution de l'épidémie, est-ce que vous nous confirmez ce matin que les terrasses rouvrent toutes et dans toute la France le 19 mai? Oui, et c'est heureux. Je dis oui parce que les conditions le permettent. Le président de la République avait expliqué que s'il y avait un département qui avait un taux d'incidence, c'est-à-dire une circulation du virus qui était supérieure à un certain niveau, eh bien ça pouvait être remis en question dans les départements ou dans les villes concernées. À l'heure à laquelle je vous parle, l'épidémie poursuit sa décroissance parce que les Français ont été solides, ils ont été courageux, les mesures de freinage ont fonctionné, ça valait le coup encore une fois de se battre. Aujourd'hui, l'épidémie circule encore, le virus circule encore à un niveau qui est élevé, quasiment 18 000 cas diagnostiqués par jour en moyenne. Mais enfin, c'est plus les 40 000 cas qu'il y avait il y a un mois et demi. Et la pression sanitaire, et ça c'est pour moi l'indicateur le plus important, la pression sanitaire sur nos hôpitaux, sur nos réanimations, diminue à un rythme qui est désormais soutenu. Pas loin de 100 malades par jour peuvent quitter la réanimation. Nous sommes tombés en dessous de la barre symbolique des 5 000 patients atteints du Covid en réanimation. C'est encore beaucoup, c'est encore trop. Ça ne nous permet pas, par exemple, d'arrêter toute la déprogrammation des soins pour les malades non Covid, mais les perspectives sont plutôt bonnes. Ça ne veut surtout pas dire, mais ça les Français le savent et ils me voient venir, qu'il nous faudrait trop relâcher nos efforts aujourd'hui. On maintient les gestes barrières, on maintient la distanciation, mais on retrouve un peu de vie. Ça c'est important parce qu'on a vu des images évidemment ce week-end de Français, premier week-end, au-delà de 10 km, etc., sur les plages, regroupés. Où est-ce que vous mettez le curseur, j'allais dire, du relâchement prévisible? Mais où est-ce que, à partir de quand les Français pourraient compromettre votre stratégie et donc notre avenir? Notre stratégie, elle est d'abord, encore une fois, d'informer les Français, et ils le savent parfaitement depuis 15 mois, sur la nécessité de faire gaffe pour soi et pour les autres. Par exemple, je les appelle, alors qu'il va y avoir un long week-end de 4 jours, à ne pas hésiter à se faire tester en pharmacie, en laboratoire, en autotest, en test antigénique, en PCR, avant de retrouver leur famille. On va déployer d'ailleurs des centaines de milliers de tests et d'autotests pour les Français qui le souhaitent dans les jours à venir, puisque ça va être quand même un week-end charnière. On a envie de se retrouver, on a envie de voir ses parents, on a envie de changer parfois de département, de profiter de la période, même si je crois qu'il va faire un week-end particulièrement pluvieux, hélas. Ça vous rassure? Et donc on fait attention. Ben non, ça me rassure pas. Moi j'ai envie, si vous voulez, qu'une fois qu'on a fait cet effort collectif d'arriver à combattre le virus efficacement, j'ai envie qu'on puisse retrouver de la vie telle que nous avons pris l'habitude de la vivre. Ce qui vous rassurerait, c'est qu'on soit dehors. Et la grande différence, c'est que je pense à ces commerçants, à cette vendeur de chaussures, ce vendeur de chaussures ou cette commerçante qui va pouvoir rouvrir enfin son commerce, reprendre son activité. Ça fait des mois qu'ils attendent cela. Donc c'est forcément une période qui est importante. On ne va pas la compromettre en faisant n'importe quoi, mais je suis convaincu que les Français, encore une fois, ils ont les clés de lecture et de compréhension et ils seront responsables. Mais pour poser une question que tout le monde se pose, c'est comme ça. Vous la craignez ou pas, la 4e vague? Il y a un risque? Je la crains pas dans l'immédiat parce qu'on va pas tout d'un coup arrêter complètement notre vigilance. Donc on va vaincre cette vague épidémique. J'espère sincèrement qu'on descendra au niveau le plus faible possible. La période estivale, il finira bien par faire beau et chaud, nous permettra sans doute aussi de renforcer notre efficacité face à l'épidémie. Mais on restera vigilant et moi je serai une espèce de sentinelle de l'épidémie tel que je le suis depuis un certain nombre de mois maintenant, Vous serez y les compris au cœur de rabat-joie. l'été. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de Attentif. médecins. Il y a beaucoup de médecins qui sont sur les freins, vous le savez. Il y a eu encore eu une tribune de dizaines de médecins dans le JDD hier, exaspérés par vos critères de déconfinement, monsieur le ministre. Fixé à 400 le taux d'incidence contre 250 avant, on passe, disent-ils, d'une gestion active à une gestion passive de l'épidémie. Vous êtes plus passif qu'actif, disent-ils. Vous regardez, vous laissez faire. Je dis à ses confrères qui ont signé une tribune dans la presse que le taux d'incidence n'est pas à 400 dans notre pays, il est quasiment à 200 aujourd'hui. Et qu'il continue, il continue de diminuer. Je vous parle du taux fixé par Emmanuel Macron pour mettre les freins sur le déconfinement et son calendrier. Vous le savez bien. Donc on est largement en dessous de ce niveau. Donc la question des 400 ne se pose plus. Alors à laquelle je vous parle, il n'y a pas de raison de penser qu'on repasserait au-dessus de 400 dans la semaine. Donc ça, c'est déjà derrière nous. Ensuite, ce qu'il faut vraiment comprendre. Souvenez-vous l'été dernier, et j'avais fait l'objet de pas mal de critiques à l'époque, ce que je peux comprendre, mais à la fin du mois d'août, c'était reparti dans les Bouches-du-Rhône. Et là, il avait fallu mettre un coup de frein pour éviter que l'épidémie ne s'étende sur tout le territoire. Ce qui est très important, c'est que si on est capable de déconfiner dans de bonnes conditions, on soit capable d'être très réactif si lorsque la vague épidémique sera derrière nous, on voyait que ça repartait à certains endroits. Très réactif, ça veut dire parfois mettre en place des mesures de freinage d'urgence. Et donc, il y a plusieurs indicateurs qui peuvent être pris en compte
pour freiner d'urgence là où l'épidémie repartirait. Nous l'avons fait en Guyane l'été dernier, nous l'avions fait en Mayenne, on avait ainsi évité des reprises. Ils ont beau jeu de dire que l'Allemagne, par exemple, elle place la barre du reconfinement à 100 cas. Le Portugal à 120 cas, nous 400. Pardon, mais en réalité, on va se dire les choses. Est-ce qu'Emmanuel Macron ne place pas la barre très très haut pour ne pas avoir à déconfiner ou à reconfiner, pardon, pour ne pas avoir à reconfiner jusqu'à ce que la vaccination soit très étendue, franchement. Deux éléments de réponse. C'est pas ça ? D'abord, vous citez l'Allemagne. L'Allemagne, ils sont aux alentours de 17 000 cas par jour, alors qu'ils font 2 à 3 fois moins de tests que nous. Nous sommes à 18 000 cas par jour. Donc si on compare les deux, on n'est pas très loin. Or, je constate que les Allemands sont aussi dans la notion de déconfinement. Ensuite, ce qui a changé par rapport à l'année dernière, c'est la vaccination. Une incidence donnée, c'est-à-dire un niveau de circulation du virus donné, ne signifie plus la même chose qu'il y a un an. Les personnes âgées ne meurent plus en EHPAD, ou très très peu. Il y a beaucoup moins de dégâts sanitaires pour un niveau d'épidémie donné, parce que nous avons réussi à vacciner massivement les Françaises et les Français les plus fragiles, ceux qui allaient à l'hôpital et ceux qui allaient en réanimation. Cela nous permet toujours, vous savez, quand on gère une pandémie comme celle-ci, on n'a pas un regard que strictement sanitaire. On tient compte de l'impact sur les gens. Santé mentale, on en a beaucoup parlé. Vie économique, vie culturelle dans notre pays qui ne demande qu'à repartir. Donc, avant de mettre en place des contraintes, on vérifie toujours qu'on met le niveau minimal de contraintes possible pour être efficace par rapport à la situation épidémique. Et ces critères-là, Elisabeth Martichaud, ils ont le droit d'évoluer dans le temps, puisque, encore une fois, la vaccination a changé la donne. Ça, c'est votre droit. En effet, ils disent que c'est un droit que vous exercez au nom de la politique plus que du sanitaire. Tout le monde Mais fait de la politique. France... Vous savez, quand vous publiez une tribune dans le JDD, finalement, vous faites de la politique. Vous n'avez pas besoin d'avoir une étiquette et de brandir une idéologie ou un parti pour faire de la politique. Quand on s'exprime dans l'espace public, et c'est notre droit comme citoyen, on est déjà dans une démarche qui est politique. Quand on interpelle les pouvoirs publics Quand on critique sur des la sujets... politique d'un gouvernement, on n'est pas forcément politique soi-même. On a le droit d'exercer son esprit critique sans être taxé de démarche politique. Un collectif qui s'associe, et encore une fois, c'est absolument pas critique ce que je dis, je leur reconnais totalement le droit de s'exprimer, mais convenons entre nous qu'un collectif de citoyens qui prend la plume pour faire une tribune et qui explique qu'une décision qui est prise par le gouvernement serait plus politique que sanitaire, en soi, constitue déjà un acte politique. On ne va pas faire une disserte de philo, mais on n'est pas très loin. Vous dites, ils font de la politique. La France vient d'étendre à 7 pays supplémentaires, Turquie notamment, Turquie et Qatar, tiens, la quarantaine obligatoire, comme ça avait été déjà le cas pour l'Inde, évidemment, et le Brésil. Ça veut dire que le péril peut arriver de l'extérieur à tout moment. Le péril peut arriver de l'extérieur. En tout cas, on est extrêmement attentif, et ça depuis des mois et des mois, à ce qu'il n'y ait pas trop de personnes potentiellement contaminées par des variants dont on connaît le potentiel de dangerosité qui viennent de l'extérieur du pays. C'est pourquoi nous avons des règles européennes et françaises très contraignantes. D'ailleurs, en France, nous avons des règles plus contraignantes que la quasi-totalité des pays européens en la matière, puisque nous avons été amenés à fermer certaines frontières. Et aujourd'hui, nous disons, lorsque le virus circule beaucoup dans un pays, lorsqu'il y a beaucoup de variants dont on ne connaît pas encore toutes les caractéristiques, et lorsque les systèmes sanitaires dans ces pays ne nous permettent pas d'être sûrs que tout est mis en œuvre pour empêcher la circulation de personnes malades, et alors même que nous demandons, dans le même mouvement, aux Français de respecter des contraintes dans leur quotidien, il est assez légitime de se dire qu'on va faire très attention. Mais combien de variants indiens, là, ce matin, à ce stade, en France ? On est aux alentours, on était à 20 personnes contaminées en fin de semaine dernière aux variants indiens, réparties sur 5 groupements de cas, donc il n'y a pas une diffusion massive de ce variant à l'heure actuelle. Et puis surtout, le variant, il possède en fait une mutation en commun avec les variants qu'on connaît bien, qui sont les variants sud-africains et les variants brésiliens. Ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'il n'est pas nécessairement amené à être plus dangereux ou plus contagieux que ces deux autres variants sud-africains et brésiliens. Mais 1000 morts en 24 heures en Inde. Principe de précaution. Ouais, enfin, l'Inde a une population très dense, un système sanitaire qui est complètement éclaté, où très rapidement, vous avez des images qui sont terribles. D'ailleurs, moi, je suis très fier que la France envoie du matériel médical en quantité en Inde pour leur venir en aide. Ils n'ont pas assez d'oxygène pour leurs malades. Il y a 3 patients par lit qui se passent le masque toutes les 10 minutes. Enfin, ces scènes-là, on est dans une situation qui n'est plus sanitaire en Inde, mais humanitaire. Donc on leur vient en aide, comme ils ont pu venir d'ailleurs en aide à l'Europe lorsque nous avions besoin de médicaments qu'ils produisaient en quantité. Il n'y a pas de week-end et de jours fériés pour la vaccination. Ça, c'est une phrase signée Emmanuel Macron. Combien de vaccinations ce week-end en tout ? Nous avons fait plus de 450 000 vaccinations ce week-end, c'est ce qui fait de ce week-end le meilleur week-end en termes de vaccination, d'ores et déjà depuis le début de la campagne. 3,2 millions de Français ont reçu une injection de vaccins au cours de la semaine passée. C'est notre meilleure semaine de loin. Nous allons faire encore mieux cette semaine pour atteindre nos objectifs qui sont de protéger un maximum de Français.
et on va regarder un petit schéma signé Covid Tracker. Vous connaissez Bien le sûr. jeune ingénieur. Vous l'avez appelé d'ailleurs, vous l'avez félicité pour tout ce qu'il fait. Je l'ai eu Covid Tracker assez tôt quand il s'est mobilisé au mois de janvier. Les équipes travaillent avec lui. C'est très clair sur ce schéma, qu'on va revoir. Tous les creux sont des week-ends. Ouais. Donc c'est assez parlant quand même. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas Alors, Pourquoi est-ce que la consigne d'Emmanuel Macron, l'intendance ne suit pas? Elisabeth Martichoux, si je vous dis, vous avez, 2 millions de vaccins, 2 millions de vaccins pour vacciner 2 millions de Français. Et que je vous dis, vous vous organisez, mais l'objectif, c'est qu'à la fin de la semaine, vous ayez fait les 2 millions de vaccinations. Si le vendredi soir, vous en êtes déjà à 1 700 000, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle qu'il ne vous en reste que 300 000 à injecter? Donc c'est un problème de dose. Dites-moi, c'est un problème de dose. Non, c'est pas un problème, c'est un enjeu d'être capable de pouvoir se reposer en famille le dimanche pour ceux qui le souhaitent. Aujourd'hui, la donne a changé. Nous avons largement suffisamment de vaccins pour justifier de vacciner non seulement très massivement la semaine, mais aussi les week-ends et en plus même les soirées en début de nuit dans certains centres. Donc c'est pour ça que j'ai demandé la mobilisation générale de tous les centres de vaccination pour que, maintenant qu'on n'est plus à 2 millions de vaccins, mais à 3,5 millions ou 4 millions, eh bien, y compris le week-end, on puisse vacciner autant. Il y a des doutes sur la capacité d'atteindre l'objectif que vous aviez fixé avec Jean Castex, c'est-à-dire 20 millions de vaccinés le 15 mai. Le 15 mai, c'est samedi. Nous serons quelque part entre 19,6, 19,7 et 20,2, 20,3. Donc quelques heures avant ou quelques heures après, nous aurons fait les 20 millions. Donc c'est une question de jour. C'est une question d'heure. Donc la dynamique est bonne. Mon objectif aujourd'hui, il est davantage maintenant tourné vers les 30 millions de Français primo-vaccinés à la mi-juin, parce qu'il faut toujours se fixer des objectifs plus ambitieux. Et donc c'est pour ça aussi qu'on mobilise tout le monde. Et c'est pas le ministre qui se mobilise, même si j'aurai l'occasion de mettre la blouse demain soir dans un centre en région parisienne. En région parisienne. J'ai pas le nom du centre en tête, mais j'irai. Vous pensez vraiment que ça va accélérer la campagne, d'ailleurs, cette façon de faire? Vous savez, je demande énormément d'efforts à tout le monde en permanence. Aux Français d'abord avec les mesures de freinage, aux soignants, aux agents des collectivités, dans tous les centres de vaccination. On vient de se dire là, mais pourquoi est-ce qu'on ne vaccine pas le week-end? Mais si, il faut vacciner le week-end. Cette semaine, on va vacciner la nuit. On va faire Jeudi de l'Ascension. On va faire des campagnes de vaccination sur des aires d'autoroute, sur les routes des vacances, avec des centres de vaccination éphémères. Tout le monde se déploie partout. Finalement, je suis médecin. C'est à ce titre d'ailleurs que j'ai été moi-même vacciné avec ma famille sanitaire. Et j'ai trouvé assez légitime que je puisse aussi montrer aux personnes à qui je demande beaucoup d'efforts que j'étais capable d'en faire aussi. Et puis j'aime bien avoir les mains dans le moteur. Vous savez toujours comment on pique, hein, vous rappelez du geste? Oui, alors le rôle d'un médecin dans un centre n'est pas tellement d'injecter le vaccin, mais de vérifier que l'indication est bonne, qu'il n'y a pas de questions, d'inquiétudes des patients et de les accompagner en cas de pépin. Donc je ferai ça très naturellement et évidemment pas pour le côté bling-bling et sans prétention d'accélérer la campagne moi tout seul, mais c'est pour montrer qu'on est ensemble. Voilà. Encore un mot des objectifs, parce que Thierry Breton, qui était invité hier France Inter, a rappelé l'objectif européen, 70% des adultes vaccinés au 14 juillet. Nous, ça va être compliqué, c'est 70%, j'ai fait le calcul, 49 millions de Français vaccinés au 14 juillet. Des adultes. Il va falloir surtout aller mobiliser les Français. Il a dit la population, d'ailleurs. À compter de juin-juillet, l'un des grands défis sera d'être capable de mobiliser les Français, parce que si tout va bien, à cette période-là, l'épidémie sera assez basse. Si tout va bien, les Français auront envie de partir en vacances et de se changer les idées. Et pourtant, c'est là qu'on va devoir leur dire, on a des vaccins, protégez-vous. Il y a une petite inquiétude sur la démobilisation avec les jours heureux, les départs en vacances. Par rapport à... Moi, je ne vis pas dans l'inquiétude, mais dans l'anticipation. Et donc, à l'heure où nous amplifions la campagne de vaccination, on réfléchit évidemment à la question des Français qui seront sur un lieu de vacances cet été. Comment pourront-ils avoir leur rappel de vaccination? À la mobilisation des professionnels de santé, des pompiers, de tout le monde aussi dans les centres, pour que ça continue, des pharmaciens, des sages-femmes, des infirmiers qui vaccinent aussi. Donc c'est tout cela que nous faisons en temps réel. Vous allez plus mettre de centres de vaccination dans les zones touristiques? C'est une possibilité, bien sûr. Et puis les libéraux aussi, bien sûr, on y travaille. Oui. Et par exemple, moi, si je me fais vacciner ce qu'on fait ce week-end, d'ailleurs, première dose en région parisienne et que je suis en Bretagne, est-ce que je pourrais avoir ma deuxième dose en Bretagne? Ou est-ce que d'abord, vous aurez dans le système? Vous aurez probablement une fenêtre de 4 à 6 semaines avant d'avoir votre rappel de vaccination. Donc on peut aussi être capable de s'organiser. Je veux dire, 6 semaines maintenant. Hein. C'est 6 semaines, oui. 6 semaines. Je veux dire, on va pas pour avec 1700 centres, je vais être franc avec vous, avec 1700 centres, je ne vais pas demander aux médecins du centre de Paris 7e
système, d'être capable d'anticiper pour vous que dans 4 à 6 semaines, vous serez sur la Côte d'Azur et que donc on va prendre rendez-vous pour vous dans le centre. Enfin, je veux dire, les gens sont aussi grands, adultes et responsables. Donc nous, on met tout en œuvre pour qu'il y ait des vaccins partout, qu'il y ait peut-être davantage de vaccins là où il y aura davantage de Français, et ensuite les gens s'organisent. On a quand même 6 semaines de visibilité quand on prend une date de rendez-vous pour une première injection. J'ai pas bien compris votre réponse sur l'objectif au 14 juillet tel qu'il a été défini par Thierry Breton. On y arrive ou pas à 70%? Mais j'ai pas de boule de cristal, moi je vous dis juste qu'on met tout en œuvre pour y arriver. Oui, Mon objectif, vous savez, c'est 100% de Français vaccinés avant la fin de l'été. Vous avez mis des bornes, vous avez mis 20 millions, 30 millions. Moi je voudrais, dans un monde idéal, je voudrais que 100% des gens se fassent vacciner le plus tôt possible, c'est-à-dire d'ici à la fin de l'été. Donc ça veut dire qu'on va continuer de mobiliser la campagne vaccinale et de sensibiliser les Français tout au long de l'été pour arriver à cet objectif. Astra, combien de doses en rate, j'allais dire, en attente? AstraZeneca, pardon. Pour être très factuel, il y a eu 2 millions de doses qui ont été reçues la semaine dernière. Il y en a 700 000 qui ont été commandées par les médecins libéraux, les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes. Il y en a 700 à 800 000 que nous gardons de côté pour faire les deuxièmes injections pour les Français qui ont eu leur première injection. Et le reste, nous le déployons dans les centres de vaccination pour que si des Français viennent, qu'ils sont dans la cible pour se faire vacciner par Astra et qu'ils souhaitent se faire vacciner par Astra, qui est un bon vaccin efficace, eh bien, ils puissent également bénéficier. Combien de doses? 1 million? 2 millions de doses disponibles qui ne sont pas trouvé preneur. Il y a une livraison, mais ce n'est pas une question de trouver preneur ou non. Ce sont des questions qu'entre le moment où des doses de vaccins arrivent dans votre pays et le moment où les Français sont vaccinés, ça prend toujours un petit peu de temps. C'est à la fois la logistique, le temps de convoquer ces patients. Vendredi, les libéraux ont fait 61 000 vaccinations sur une journée. Oui. En AstraZeneca pour les Français. Vous savez bien que dans les schémas, on ne va pas vous remonter comme plus on parle de ce vaccin en disant ça ne marche pas, même quand on constate que ça marche, parce que 61 000 vaccinations sur une journée, c'est plutôt fonctionnel, mais plus on en parle en disant mais ça ne marche pas, plus c'est curieux de me demander pourquoi est-ce que ça ne marche pas et si ça ne marchera jamais. Vous l'avez dit, Emmanuel Macron, vous avez entendu sa phrase hier à Strasbourg sur l'AstraZeneca? Mais le président de la République... On va l'écouter parce que, alors, à propos de messages contradictoires quand même, on l'écoute. Emmanuel Macron hier à Strasbourg. Nous avons maintenant un retour d'expérience et d'ailleurs nous vaccinons avec ce vaccin en France et en Europe. Il faut continuer de le faire parce qu'il nous aidera à la sortie de crise. Mais pour répondre en particulier aux variants, puisqu'on parle des commandes à venir, pour répondre aux variants, on voit que d'autres vaccins sont aujourd'hui plus efficaces. Donc il n'est pas plus dangereux, mais il est plutôt moins sûr. Non, il n'a pas dit moins sûr. Il est moins efficace. D'abord, il dit il faut moins continuer. Efficace. Oui. D'abord, le président de la République dit il faut continuer à vacciner en France et en Europe avec AstraZeneca qui est efficace. Il a parfaitement raison. Ensuite, il est en train de répondre à une question qui nous projette non pas à dans 2 jours, ou dans 2 semaines ou dans 2 mois, mais à l'horizon de l'année prochaine. Si de nouveaux variants devaient émerger, qui nécessitaient qu'on ait des rappels de vaccination, alors il nous faudrait un système qu'on appelle un système de booster. C'est comme une brique, un complément de vaccin par rapport au vaccin qui a été reçu. Et pour cela, nous considérons, mais les choses ne sont pas encore arrêtées, mais nous considérons au niveau international que d'autres mécanismes que celui d'Astra pourraient permettre d'être plus efficaces plus rapidement. Ce qui ne remet pas du tout en question l'efficacité de ce vaccin à l'heure où nous nous parlons, vis-à-vis des virus qui sont en circulation. Donc le président de la République, je vous garantis, parce qu'on est en phase, vous savez, le président de la République, il s'implique énormément dans la campagne, au niveau scientifique, au niveau logistique, il suit ça de très près, et c'est tout à fait normal, parce que c'est important pour les Français et pour le pays, et donc nous souhaitons continuer la campagne vaccinale avec tous les vaccins disponibles pour vacciner le plus vite possible et protéger les gens. Alors la critique est facile, l'art est difficile, mais avouez quand même qu'avec ce type de message, quand on l'entend, quand les Français entendent ça, c'est compliqué. Ça n'est pas rassurant. Pardonnez-moi, c'est moi qui vais faire une petite critique, il n'y a pas la question qui précédait la réponse, la question qui permet peut-être d'éclairer la réponse. Les fameuses commandes de l'AstraZeneca. Eh bien oui, de l'année prochaine. Je veux bien, mais vous connaissez, vous connaissez aussi la façon dont on perçoit les messages. Quand on entend le président dire que l'AstraZeneca, à terme, sera moins rassurant face aux variants. Et d'ailleurs, est-ce que les vaccins sont efficaces contre le variant indien ? Nous n'avons pas encore suffisamment de données pour savoir si tel ou tel vaccin est pleinement efficace. En fait, comme la mutation centrale du variant indien est sensiblement la même que celle des variants sud-africains et brésiliens, et comme les données qui nous remontent sont rassurantes sur l'efficacité de ces vaccins, des différents vaccins face à ces variants, on a des raisons de penser qu'il n'y aura pas d'échappement avec le variant indien, mais ça reste encore très précaire. Vous savez, l'Inde, encore une fois, n'a pas le système sanitaire le plus high-tech possible. En termes de séquençage du génome, c'est compliqué. Et ensuite, le temps scientifique n'est pas le temps politique. Je le répète à l'envi, mais c'est vrai. Il faut un peu de temps pour avoir toutes les réponses aux questions que vous posez. Elles sont légitimes, je me les pose aussi.
Mais quand on a les réponses, on les donne. On n'attend pas qu'on nous interroge. Donc, on ne sait pas. Voilà. Allez-vous élargir l'AstraZeneca, quand même, à une population plus large que les 55 ans pour écouler? Probablement non. J'ai sollicité des agences de santé. La Haute Autorité de Santé n'a pas encore répondu, donc c'est pour ça que je dis probablement. Alain Fischer, professeur Fischer, qui se mobilise beaucoup à nos côtés sur la stratégie vaccinale, n'y est pas favorable. Donc je pense qu'on n'est pas amené à évoluer dans ce sens-là. Certains pays autour de nous l'ont fait, Comme d'autres l'Allemagne, non. par exemple. Une partie de l'Allemagne, oui. Ça a permis d'ailleurs d'accélérer la campagne de vaccination à Berlin, par exemple. Oui. Vous, c'est probablement non. La réponse probablement non à l'heure actuelle. Ce matin, c'est non. Mais si la Haute Autorité de Santé me dit allez-y, bon, mais on posera la question. Le plus probable. Deuxième question importante. Faut-il vacciner les enfants? Oui, pour faire barrage aux variants anglais par l'immunité collective. C'est ce que vous a répondu le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, cité ce matin par Libération. Est-ce que vous y travaillez? Bien sûr qu'on y travaille. Ça ne veut pas dire que c'est arrêté. Est-ce que c'est envisageable à la rentrée scolaire de 2021? Je ne peux pas encore vous répondre parce que, d'abord, il y a des études internationales qui sont conduites chez les enfants, par les laboratoires, par les États, pour vérifier si les différents vaccins dont nous disposons sont à la fois sûrs et efficaces chez les enfants. Ensuite, il y a des questions éthiques, il y a des questions juridiques, il y a des questions scientifiques et sanitaires qui se posent et qui n'ont pas encore toutes trouvé une réponse. Donc moi, je ne réponds que lorsque j'ai toutes les assurances de ne pas me planter. Parce que sinon, vous allez me rappeler, me réinviter dans un mois. Bah, oui. Là, le Conseil d'orientation à la stratégie vaccinale y est favorable. Le Conseil dit c'est intéressant et c'est sans doute important de pouvoir y aller, mais ça ne veut pas dire qu'on est en capacité encore d'y aller d'un point de vue sanitaire, etc. Donc j'attends d'avoir toutes les réponses avant de m'engager sur ce terrain-là. Nous verrons. Mais vous y travaillez. Bien sûr qu'on y travaille. C'est envisagé. Mais aujourd'hui, c'est sur la table. C'est quelque chose. Si je ne travaillais pas à tous les scénarios en matière de campagne vaccinale, ça ne serait pas responsable de ma part comme ministre en charge de la santé. Ce serait une façon... Mais travailler, ça ne veut pas dire qu'on a conclu. Ça veut dire, pour atteindre l'immunité collective face aux variants anglais, c'est-à-dire 75%, vos spécialistes disent il faudrait en passer par là. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs 75% ou si c'est 70 ou 80 ou 90. Oui, mais il n'y a pas d'assurance totale à ce stade sur le niveau d'immunité qu'il faut qu'on ait acquis. Et puis dans le niveau d'immunité, il faut aussi comptabiliser les Françaises et les Français qui ont déjà été immunisés, entre guillemets, naturellement, en contractant le virus, avec une forme symptomatique ou non. Il y a 12 ministres candidats aux élections de juin. Pas vous? Trop de boulot? J'y ai réfléchi d'autant que je suis conseiller régional sortant en région Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, franchement, mon engagement est total aujourd'hui pour les Français et dans la lutte contre la crise sanitaire et pour la politique des solidarités dans notre pays. Je ne suis pas convaincu qu'il aurait été forcément très bien perçu que je me disperse dans des élections, des campagnes politiques, même si je soutiens bien évidemment l'ensemble des candidats de notre majorité présidentielle dans tous les territoires. Il n'y a pas que la crise sanitaire, on peut dire malheureusement, il y a la crise sécuritaire. Et pour beaucoup de Français, la réponse à cette crise sécuritaire, elle est pénale. Si on suit votre raisonnement, est-il logique que Éric Dupond-Moretti se disperse, pour reprendre votre mot, dans la campagne des régionales? D'abord, c'est une situation qui est totalement différente. Enfin, il travaille beaucoup, Éric Dupond-Moretti, il travaille le fond de ses dossiers. Moi, je suis mobilisé et mobilisable H24, véritablement jour et nuit, avec l'ensemble des équipes en situation de protéger les Français contre la crise sanitaire. Donc, pardon, je fais peut-être office d'exception en la matière. Éric Dupond-Moretti est un homme d'engagement, est un homme de valeur, c'est un ami, c'est un collègue qui va mener aux côtés de Laurent Pietraszewski dans la région Hauts-de-France un combat politique pour des idées, non pas un combat contre, mais un combat pour une région, pour des idées, pour un programme. Enfin, à titre personnel, et comme citoyen, et comme engagé politique, je trouve ça assez génial. Voilà. Ouais, moi je trouve ça très bien. À cause de son profil, de son engagement, de sa nature? Parce que c'est quelqu'un qui a une vie dans le civil et qui n'avait pas une vie en politique. C'est un acte courageux de s'engager en politique quand on vient de la société civile, de mener un combat comme celui-ci. Ouais. Et je pense que c'est quelqu'un qui a toutes les qualités pour faire non seulement un très bon conseiller régional, mais pour, je l'espère, aider à faire basculer cette région du côté de la majorité présidentielle. Alors on verra. En tout cas, il y en a une qui ne trouve pas ça génial, c'est Marine Le Pen qui était hier soir l'invitée de En toute franchise sur LCI. Regardez. C'est une très bonne nouvelle pour le Rassemblement national, car il va, à l'évidence, mobiliser nos électeurs contre lui. Mais est-ce que je suis là pour défendre les intérêts du Rassemblement national? La réponse est non. Je suis là pour défendre les intérêts des Français. Et je pense que l'intérêt des Français, c'est que le ministre de la Justice soit à son bureau. Voilà, vous avez compris. En fait, c'est assez génial pour le Rassemblement national, dit-elle. C'est pas génial pour les affaires, pour les Français, quoi.
Si Marine Le Pen voulait vraiment défendre l'intérêt des Français, elle leur retirait toutes ses candidatures, de tous ses candidats, elle irait faire autre chose pour notre pays. Parce que l'extrême droite n'est jamais dans l'intérêt d'une population, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs dans le monde. Regardons 2 minutes, quand on doute, ça peut arriver, intéressons-nous aux pays qui ont, entre guillemets, basculé. Intéressons-nous à la situation brésilienne. Prenez la gestion de la crise sanitaire au Brésil, si vous voulez. Intéressons-nous à certains pays de l'Est de l'Europe qui font reculer les droits des femmes, comme jamais, qui font reculer les droits sociaux, avec de la peur qui monte, avec des tensions sociales et sociétales. L'intérêt des Français n'est pas de bazarder tout ce qui fait notre démocratie et de tout ce qui fait que nous sommes Français aujourd'hui. Je dis ça 40 ans après l'élection de François Mitterrand en 81. L'intérêt des Français, il est de poursuivre sur le chemin de la démocratie, de nous inviter à être meilleurs, sans doute, de mieux expliquer les choses, d'être encore plus à l'écoute, de continuer à réformer, à transformer ce que fait le président de la République et sa majorité, d'avoir un projet social, c'est important pour les Français, mais l'intérêt des Français, il n'est pas de se faire peur avec un mouvement politique dont on sait très bien où il nous conduirait s'il prenait le pouvoir, que ce soit dans une région ou à l'échelle d'un pays. Moi, c'est la base de mon engagement politique. Je crois que c'est aussi la base de l'engagement en politique d'Éric Dupond-Moretti. C'est pour ça que je suis très content qu'il y aille. C'est pour ça. Et encore une fois, on ne se bat pas contre Madame Le Pen, on se bat pour des valeurs. Et les valeurs, on peut avoir des idées politiques différentes, on peut être à droite, à gauche. Moi, je suis de gauche, je travaille avec des gens qui viennent de la droite. Mais on a au moins un socle commun qui nous soude. Et ces valeurs-là, cette dame-là, depuis des générations, et son père avant elle, ils veulent les bazarder pour notre pays. C'est un risque qu'on ne peut pas courir. Toute dernière question, si vous deviez résumer à des enfants ce qui se passe dans le Sud entre La République En Marche et Renaud Muselier, le président sortant, vous diriez quoi? C'est un exercice de style, hein, je reconnais. Que c'est une alliance, que c'est une stratégie et une logique surtout, de dépassement. Ça va d'ailleurs un peu dans le sens de ce que je viens de dire. On peut ne pas être d'accord sur beaucoup de choses, mais être d'accord sur suffisamment suffisamment de valeurs. Je pense que oui, je suis convaincu qu'il va y avoir une liste commune, que l'entente... On verra. Honnêtement, avec votre collègue. Honnêtement, je n'ai pas le nez dans les dossiers de la région Sud, pour les mêmes raisons d'ailleurs que celles que j'évoquais, qui justifient que je ne me présente pas moi-même aux élections. Mais je suis ça avec évidemment beaucoup d'intérêt. Je connais les valeurs de Sophie Cluzel, de celles et ceux qui l'accompagnent, l'esprit d'ouverture de Renaud Muselier, de Christian Estrosi, d'Hubert Falco. Moi, je pense qu'il y a là de quoi arriver à obtenir une équipe solide pour la région. Merci beaucoup, Olivier Véran, d'avoir été ce matin l'invité de LCI pour parler largement de la vaccination, entre autres. Bonne journée à vous.